Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Toujours plus nombreux, c'est un afflux continu de réfugiés vers l'Europe. L'Allemagne en a accueilli depuis le début de l'année 450 000. Le Danemark campe sur des positions très fermes, accueille à coups de matraque à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. C'est la désunion et le chaos au cœur de l'Europe. Et c'est aussi une bataille très politique sur le sujet en France. Et Nicolas Sarkozy dénonce les mensonges du gouvernement. Vous allez beaucoup entendre parler la COP 21. François Hollande a donné aujourd'hui le coup d'envoi du sommet sur le climat qui se tiendra fin novembre à Paris. Et le président a mis en garde contre les risques d'échec. Le 21e siècle sera solidaire ou ne sera pas, a-t-il lancé. On en parle avec Jean-Paul Delevoye, le président du Conseil économique, social et environnemental. Il est l'invité du grand entretien tout à l'heure. Monsanto, jugé responsable de l'intoxication d'un agriculteur, c'est une première en France. Le géant américain des pesticides a été condamné et devra donc indemniser la victime. Les détails dans le tour de l'info. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Les images sont impressionnantes en Europe. L'afflux des réfugiés ne cesse de grossir et la désunion des Européens grandit. Ambiance délétère à la frontière entre la Grèce et la Macédoine où les réfugiés ont été accueillis à coups de matraque. Et la question des réfugiés fait l'objet d'une passe d'armes politique cette fois-ci en France entre Nicolas Sarkozy et le Premier ministre Manuel Valls. Le président du parti, les Républicains, a dénoncé ce soir les mensonges du gouvernement. On l'écoute. D'abord, c'est un mensonge. Le chiffre de 24 000 annoncé par François Hollande a été le lendemain démenti par les nouvelles demandes de la Commission. Mais surtout, il faut que vous sachiez qu'en l'état actuel de Schengen, tout étranger reçu avec un visa, soit économique, soit politique, a vocation à s'installer partout à l'intérieur de Schengen. C'est l'essence même de Schengen. Malheureusement, je dirais en l'état actuel des choses. Pourquoi? Parce que comme nous n'avons pas la même politique migratoire, les prestations sociales sont plus importantes en France que grosso modo partout ailleurs en Europe. Ce qui veut donc dire que les réfugiés qui seront accueillis par d'autres pays européens membres de Schengen ont vocation à arriver chez nous pour la raison qu'on comprend de la part de ces malheureux. Ils iront là où les prestations, je dis pas sont les meilleures, mais sont les moins misérables. Et l'un des points qui opposent le président des Républicains au Premier ministre concerne le statut de réfugié de guerre que Nicolas Sarkozy voudrait voir aménagé. Manuel Valls dénonce cette proposition. Alors de quoi s'agit-il précisément? Les détails avec Fabrice Cunet et Cécile Sixou. Ils viennent de Syrie ou d'Irak et fuient leur pays parce qu'il est en guerre. Nicolas Sarkozy propose de les accueillir, pas en tant que réfugiés politiques, mais en tant que réfugiés de guerre. Les réfugiés de guerre doivent être distingués des réfugiés politiques qui, eux, ont droit à un visa de 10 ans. Il faut donc aménager un véritable statut provisoire de réfugiés de guerre qui n'existe pas formellement aujourd'hui. Un statut provisoire donc. Ces réfugiés ont vocation à rentrer chez eux une fois le conflit terminé. Pour Mathieu Tardy, spécialiste de ces questions à l'IFRI, dans les faits, ce statut existe déjà. La protection internationale peut être retirée, elle peut cesser si la situation s'arrange dans le pays. Donc ces déclarations, ces propositions, elles ne prennent pas du tout en considération la situation actuelle, le droit actuel. Au sein du gouvernement, les propos de Nicolas Sarkozy ne passent pas. Bernard Cazeneuve accuse le président des Républicains de jouer avec les concepts. Pour Manuel Valls, le droit d'asile ne se découpe pas en tranches. Je n'ai pas compris quelle était sa position sur tous les sujets qu'il abordait. Je n'ai pas compris s'il était favorable ou non à une intervention directe sur le sol syrien. Et je n'ai pas compris quelle était sa position sur les réfugiés. Le droit d'asile, le droit d'accueillir les réfugiés, est un droit universel, est un droit international, écrit dans l'ensemble des conventions. Avec cette proposition, Nicolas Sarkozy est accusé de chercher sa place entre des socialistes favorables à l'accueil des migrants et un Front national qui lui s'y oppose catégoriquement.
Des sénateurs du parti Les Républicains se sont rendus aujourd'hui à Calais. Ils ont été accueillis par la sénatrice et maire de la ville, Natacha Bouchard. Alors sur place, la situation est toujours aussi tendue face à l'afflux de migrants. C'est un reportage de Louis Sibyl. La jungle, 3500 âmes à 2 pas de Calais. Parmi elles, Abdou, il a fui le massacre du Darfour au Soudan avec un rêve en tête, l'Angleterre. Faute de visa, il est coincé ici, malade de la malaria. Ça fait 3 jours que j'attends ici pour un rendez-vous chez le médecin. La queue est trop longue. La jungle n'a pas volé son nom. Les conditions sont vraiment insalubres. Face à ce désarroi, le gouvernement a enfin décidé de réagir. 120 tentes militaires vont être construites ici, début 2016. Une aberration pour les associations. Il y a un petit détail qui leur a échappé, c'est que c'est une route, c'est un chemin inondable. Alors, si j'ai bien compris, ce qui est prévu, c'est d'aplanir ce terrain-là et de faire un drainage de façon à faire évacuer l'eau. Sachant qu'ensuite, l'eau, il faut la renvoyer à 800 mètres en mer. Pour les élus locaux, ces mesures prises sont évidentes, mais trop tardives. Je pense clairement que le gouvernement a plus d'1 an de retard. On se retrouve aujourd'hui avec près de 3500 migrants qui sont accueillis en accueil de jour, mais dont les dispositions en fait, de nuit n'ont pas été imaginées. Et donc les migrants se sont installés eux-mêmes sur la lande sans réglementation. La saison est encore douce, mais d'ici quelques mois, c'est l'hiver. Un centre de nuit en dur accueille les personnes les plus vulnérables, mais il ne peut héberger que 115 personnes. Dans l'actualité, la COP 21, François Hollande a donné aujourd'hui le coup d'envoi du sommet sur le climat qui se tiendra fin novembre à Paris. Et le président a d'ores et déjà mis en garde contre les risques d'échec. Pour éviter cela, il appelle à une mobilisation générale. On l'écoute. Il y a une chance sérieuse que nous puissions réussir. Il y a un risque majeur que nous échouons. Tout dépendra, bien sûr, de la capacité, de la volonté des États, mais aussi de la force des peuples, de la force des mouvements que vous représentez. Et si l'urgence à agir fait consensus, eh bien la question du financement de la lutte contre le dérèglement climatique pourrait mettre en péril l'obtention d'un accord. Les explications de Flora Sauvage. Qui paiera la facture du réchauffement climatique? À moins de 3 mois de l'ouverture de la COP 21 au Bourget, la question reste en suspens. À la conférence de Copenhague en 2009, les pays riches se sont engagés à réunir 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour aider les pays pauvres à affronter les impacts du dérèglement climatique. Ces 100 milliards, pour l'instant, il n'y a pas d'explication sur la trajectoire. À quel montant on sera en 2016, 2018? Comment monter en puissance vers 100 milliards en 2020? Les pays en voie de développement ne sont prêts à s'engager que s'ils ont l'assurance d'un soutien financier suffisant pour adapter leur économie aux contraintes du réchauffement climatique. Les pays développés, eux, dévoilent leur aide au compte-gouttes. La France a mis 1 milliard sur la table, les États-Unis ont mis 3 fois plus, mais pour l'instant, l'annonce n'est pas concrétisée par son Congrès. Et donc, on attend davantage d'annonces de ce type, de voir comment chaque pays peut s'engager ensemble vers cette trajectoire de 100 milliards de dollars. 59 pays seulement ont remis leur contribution pour lutter contre les dérèglements climatiques. L'objectif affiché est de contenir le réchauffement de la planète sous le seuil des 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et sur ce sujet et d'autres, notre invité dans quelques instants, Jean-Paul Delevoye, le président du Conseil économique, social et environnemental, également ancien médiateur de la République. C'est le grand entretien à suivre après le tour de l'info en France et dans le monde. Il est préparé par Monir Soussi. Un million de contribuables vont sortir de l'impôt sur le revenu en 2016. À l'approche de la fin du quinquennat, Michel Sapin, le ministre des Finances, annonce la fermeture de la parenthèse des hausses de prélèvements. En tout, 3 millions de foyers supplémentaires vont profiter de cette réduction. Le gouvernement cherche en priorité à alléger les impôts des classes moyennes. Une victoire après 10 ans de combat contre Monsanto. La justice condamne le géant américain des pesticides pour l'intoxication d'un agriculteur français. Paul François avait inhalé en 2004 une forte dose du désherbant Lasso. Depuis, il souffre de troubles neurologiques graves.
Cette décision de la Cour d'appel de Lyon est une grande première. Oui, je crois qu'elle est historique. Je crois vraiment qu'elle est historique parce que il me semble que c'est la première fois qu'un individu ose attaquer cette firme et gagne quoi. Et les fasse condamner. J'espère que ça fera tache d'huile dans d'autres pays. Monsanto va devoir indemniser l'agriculteur. Ce jugement pourrait créer une jurisprudence obligeant les industriels à ouvrir un fonds d'indemnisation des victimes. L'avocat de Monsanto en France a déjà indiqué que la firme se pourvoirait en cassation. Les employés du 36 quai des Orfèvres dans la peau du suspect. Une opération inédite de prélèvement d'ADN sur les membres du siège de la police judiciaire a eu lieu aujourd'hui. Elle doit faire avancer une enquête pour viol présumé sur une touriste canadienne un soir de 2014 dans les locaux de l'APJ. Le lendemain, 4 traces ADN avaient été retrouvées sur les sous-vêtements de la victime. 3 sont déjà identifiés. Les prélèvements d'aujourd'hui cherchent à mettre un nom sur le 4e. L'espèce humaine compte un nouveau membre. L'Homo naledi, retrouvé dans une grotte sud-africaine, fait son entrée dans la famille des hominidés. Il mesurait 1,50 m et pesait 45 kg. Ses caractéristiques interrogent les chercheurs. Avec son petit cerveau et ses longs membres, il pourrait être le chaînon manquant entre les australopithèques et les hommes modernes. L'entretien du jeudi 22h avec mon invité ce soir, Jean-Paul Delevoye. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes le président du Conseil économique, social et environnemental. Vous participez activement à la préparation du sommet sur le climat qui se tiendra fin novembre à Paris, dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui par François Hollande. On va en parler en détail, mais d'abord, je m'adresse à l'ancien médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye. Quand vous voyez aujourd'hui, ce soir, les images des réfugiés et les images contrastées en Europe, accueil en Allemagne, accueil à coups de matraque entre la frontière grecque et la Macédoine, qu'est-ce que cela vous inspire ? Lorsque je suis arrivé au Conseil économique, social et environnemental, j'avais indiqué que le problème politique qui me paraissait le numéro 1, c'était les flux migratoires et c'était les risques de rupture politique au sein du continent européen. Nous sommes d'ailleurs en train de faire au Conseil économique, social et environnemental un avis qui sera rendu prochainement sur les flux migratoires. Le deuxième élément, si vous observez le monde, partout dans le monde, on voit ériger des murs. On a cru qu'après la chute du mur de Berlin, les espaces de liberté allaient s'ouvrir et en fin de compte, il y a un mur entre les États-Unis et le Mexique, entre la Hongrie, et on voit des barbelés partout entre Israël et Palestine. Or, il faut bien comprendre qu'aucun mur n'a empêché quelqu'un qui est en désespérance et en survie de le franchir. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un moment où nous sommes confrontés à la désespérance des hommes pour des échecs que nous n'avons pas su régler. 95% des réfugiés viennent aujourd'hui de la Syrie. La Syrie est un formidable échec de la communauté internationale. La majeure partie de ces réfugiés sont dans les pays du Maghreb. Le Liban, 4 millions d'habitants, 1,5 million de réfugiés. C'est comme si en France, nous avions 20 millions de réfugiés. L'Europe, 350 millions d'habitants. Et quand il y a quelques dizaines de milliers de réfugiés, c'est une tension des peuples absolument incroyable. Or, aujourd'hui, il faut avoir le recul de l'histoire. Nous sommes comme dans les années 30. Le rejet de l'autre est en train de faire reculer un pas en arrière de l'humanité. Le monde a rendez-vous avec son histoire. Le monde a rendez-vous avec son histoire, dites-vous, justement. Vous parlez de recul historique, mais il y a aussi les politiques qui interviennent sur ce sujet. Est-ce que vous entendez aujourd'hui, c'est une question que je pose souvent, est-ce que vous entendez un discours pragmatique, de vision, et qui tienne en compte toute la réalité géopolitique qui entraîne cette situation? Est-ce qu'il y en a un aujourd'hui, en Europe? On voit bien que les politiques ont vocation normalement à nourrir le débat et à élever le peuple. Or, très souvent, les politiques ou les politiciens instrumentalisent le débat. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, dans les sondages, le refus des réfugiés est majoritaire. 56% des Français, etc., etc. Même si ça évolue un petit peu, mais il faut le dire, c'est très partagé. Le rôle d'un politique, c'est d'essayer de construire une décision par rapport à sa conscience. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, tous les débats politiques tournent entre le respect des textes, des conventions internationales, ou la lecture d'un mot, d'ailleurs on parle de migrants et pas de réfugiés, le mot réfugié fait qu'à partir du moment où quelqu'un est en danger dans son pays, on lui doit
assistance. Ce n'est pas uniquement le respect d'une convention internationale, c'est le respect de sa conscience. Et quand je vois aujourd'hui que la solidarité européenne ne fonctionne pas, elle n'a pas fonctionné pour aider les Grecs. Jean-Paul Delevoye, c'est toute l'Europe qui ne fonctionne pas. Exactement. Là. On n'en est même plus à la Ça veut solidarité. dire que l'Europe est une communauté d'intérêts et non pas un projet de société. L'Europe devrait avoir, à l'image du monde, le besoin de considérer qu'il y a le bien-être individuel et un bien-être collectif. Et dans quelle société voulons-nous vivre? Ce n'est pas la défense des intérêts de chacun au mépris des autres. Nous sommes dans le racisme de portefeuille et le racisme social. On est rentré dans un monde où le monde a besoin de retrouver le sens de la solidarité et de l'humain. Il a besoin aussi peut-être d'un discours, enfin les Français et autres en Europe ont besoin d'un discours de vérité. C'était ma question, est-ce que quelqu'un le tient? Apparemment non, selon vous. Sauf les autorités religieuses, regardez le pape. Oui, mais combien de divisions le pape? Que peut-il faire? Attendez, je vais vous dire, l'influence du pouvoir... Combien de réfugiés peut-il accueillir, le pape? L'influence du pouvoir est quelquefois plus forte que l'exercice du pouvoir. Et quand vous voyez dans le sommet des consciences qu'au sein du Conseil économique et social et environnemental, nous avons accueilli la parole du pape dans l'encyclique sur le changement climatique, faisait qu'il y a aujourd'hui le même problème. Nous sommes dans un moment où nous sommes confrontés au niveau de l'humanité à la fragilité de la planète. Et nous sommes à un moment où nous sommes confrontés à la fragilité de l'humain. Nous sommes dans les mêmes combats. La condition humaine, elle est universelle. On a fait les droits de l'homme universels après la guerre 45 pour éviter le retour des camps de concentration, etc. Aujourd'hui, si la condition n'est plus remise en cause sur l'aspect universel de la condition humaine, l'avenir passera par la solidarité. Nous ne pouvons pas imaginer un monde qui se réfugie derrière les frontières. Et qu'à l'évidence, la circulation des hommes, notamment pour fuir une destruction potentielle de ces hommes, fait que si nous ne prenons pas conscience qu'au moment de la planète, nous sommes responsables les uns et les autres vis-à-vis des autres, même si on ne l'aime pas, et que notre insouciance d'Européens, quand on voit des inondations, des cyclones, des aridités de sol ou des avancées du dessert, nous devrions nous sentir concernés. On a donc rendez-vous avec l'histoire. Vous dites sur la crise des réfugiés, pardonnez-moi, et sur le climat, vous faites le lien. Absolument. Jean-Paul Delevoye, on nous dit, et à juste titre, pour les réfugiés, regardez, vous avez presque, on nous dit, laissé mourir ce petit garçon et ces gens. Culpabilité, sentez-vous coupable sur le climat. On dit, regardez, par votre mode de vie, vous êtes en train de dérégler cette planète. Est-ce que vraiment, par la culpabilité, on va arriver à éveiller les consciences? Je crois que la culpabilité fait quelquefois prendre conscience. D'ailleurs, à géométrie variable. C'est assez fascinant de voir le poids d'une photo de cet enfant qui a bouleversé le monde. Et 3 semaines avant, 70 personnes dans un camion, tout le monde était choqué, mais il n'y a pas eu cette mobilisation. Même chose sur les attentats de Mera à Toulouse. D'ailleurs, si on devait l'analyser, la photo, peut-être qu'il y a eu un phénomène d'identification par rapport à ce petit enfant. Beaucoup de gens ont pu imaginer leur enfant, leur propre chair. Je crois, mais vous savez, c'est toujours intéressant. C'est pareil que l'invasion de la Libye, qui aujourd'hui s'avère dans les conséquences assez perturbantes. Eh bien, c'était les images d'une population massacrée qui a fait que les opinions adhéraient aux décisions politiques. Et c'est un sujet tout à fait intéressant parce qu'une des données nouvelles qui apparaît dans les décideurs politiques, c'est l'acceptation sociale. Comment le corps social va-t-il accepter une décision d'accueil des réfugiés? Et c'est l'obligation des politiques de savoir s'ils ne doivent pas dépasser à un moment donné le refus d'une majorité pour pouvoir répondre à une moralité, à une humanité. C'est le cas de Mme Merkel en Allemagne. C'est le cas de Mme Merkel. Il y a aussi, il ne faut pas le nier, une angoisse en France par rapport à ce sujet et peut-être une crainte, certains disent, d'une dérive communautaire. C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy ce soir, on l'écoute. Qui ne peut pas avoir le cœur serré avec les images que vous avez encore montrées ce soir? Mais la question c'est comment, combien, qu'est-ce que peut supporter l'Europe et la France? Poser cette question, c'est faire un acte de responsabilité. Si on ne débat pas de ça, si on ne pose pas la question simplement pour donner le sentiment à ceux qui nous regardent qu'on peut contrôler la situation, alors je crains des dérives communautaristes, des affrontements et un phénomène de rejet si on ne prend pas les précautions nécessaires. Jean-Paul Delevoye, est-ce qu'il y a la généreuse et grande dame Madame Merkel et en France l'opposition, selon vous, qui agite des chiffons rouges ou alors il y a une vraie crainte? Quand on regarde à l'échelon de la planète, comment imaginer un seul instant que l'Europe, première puissance économique du monde, ne soit pas capable, dans un souci de solidarité nécessaire vers celles qui risquent leur vie,
de pouvoir mettre en place un accueil de quelques dizaines de milliers d'habitants quand le Liban, la Jordanie accueillent des millions de réfugiés. Donc c'est un problème uniquement de volonté politique, de savoir qu'est-ce que je suis prêt à partager pour respecter mon devoir vis-à-vis de l'humanité. Quand, en 1930, nous avons commencé à être insouciants par rapport à la montée du nazisme qui mettait en place le rejet des homosexuels, le rejet des communistes, puis le rejet des juifs, cette insouciance a été coupable. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir ce type de discours. Ce type de discours, c'est comment faire face à un défi qui nous est livré, et en n'oubliant pas que si ces réfugiés fuient leur pays, c'est peut-être que nous avons notre part de responsabilité sur l'échec de l'instabilité de ce pays. Moi, je me souviens d'un sondage, je crois que c'était dans les années 90, fin des années 90, sur les réfugiés du Kosovo, et c'était 64% des Français qui étaient favorables à leur accueil. Absolument. Eh bien, la situation a changé. La situation a complètement changé. Juste avant, Charlie, quand on posait la question aux Français, qu'est-ce qui vous sépare? Est-ce que ce qui vous sépare est plus important que ce qui vous rassemble? La majorité, on est plus dans la séparation que dans le rassemblement. Et puis après Charlie, c'était exactement l'inverse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème politique. Non pas de nourrir des communautés d'intérêt et d'avoir ce réflexe identitaire, je refuse de partager avec l'autre. C'est au contraire d'essayer de revenir à ce qui fait la noblesse d'un peuple. C'est de savoir quelle est la part de solidarité. On a perdu le sens du partage, on a perdu le sens de l'humain, on a perdu le sens de la fragilité de la nature. Et c'est peut-être cela ce qui est intéressant dans la COP 21. C'est que quand on respecte la nature, on respecte l'humain. Et le fait de ne pas ouvrir sa porte, ce que le pape a dit, de ne pas imaginer un seul instant, de ne pas offrir une porte et de respecter les conventions internationales, que lorsque quelqu'un est en danger dans un pays en guerre, nous avons une obligation de l'accueillir. Ce n'est pas une question de nombre, c'est pas surtout au niveau de l'Europe. Enfin, et je peux vous dire qu'avec les réfugiés climatiques qui vont arriver, nous sommes au début. Les 350 000, c'est quelque chose qui va augmenter. Donc aujourd'hui, nous devons être attentifs au fait que nous avons en même temps des Françaises et des Français qui souffrent, qui sont dans la précarité, et qui se disent, mais comment se fait-il qu'on n'est pas capable de m'offrir, moi, une survie sociale, et qu'en même temps, on est prêt à faire preuve de générosité. On ne peut pas opposer l'un à l'autre. Justement, restons sur cette réalité sociale. Les Français souffrent, et nous, on parle à juste titre. Vous l'avez dit, c'est un rendez-vous avec l'histoire de la COP 21, d'un sommet sur le climat. Est-ce que, honnêtement, on va en parler là pendant des semaines, jusqu'à fin novembre et au-delà, c'est la préoccupation principale des Français en ce moment, même si c'est d'une importance majeure, évidemment, pour les futures générations. Les Français sont plus sensibles que ça. Un sondage a été fait à l'échelon de la planète, y compris d'ailleurs pendant les tremblements de terre au Népal. Et sur l'ensemble de la planète, ce sondage a montré que 2 citoyens sur 3 étaient prêts à faire des efforts pour la préservation de la nature et le dérèglement climatique. Nous sommes aujourd'hui, la COP 21, il faut quand même expliquer que c'est la 21e réunion internationale, voilà. Et que pendant 2 ans, la France aura à gérer l'exécution des décisions prises à Paris pour ensuite avoir la COP 22 à Rabat, au Maroc. Ce qui est important et ce qui a fondamentalement changé par rapport aux conventions internationales précédentes, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience mondiale. Les pays les plus importants, la Chine, les États-Unis et l'Europe, 50% des émissions de CO2, sont conscientes qu'aujourd'hui, et ont pris des engagements extrêmement importants. Le deuxième élément, c'est que nous avons les technologies aujourd'hui. Troisième élément, cette prise de conscience fait qu'il n'y a plus de climato-sceptiques ou très très peu. Mais chacun sait qu'aujourd'hui, le mot a été utilisé ce matin, c'est vital. Les engagements qui sont pris aujourd'hui ne sont pas suffisants pour être en dessous de 2 degrés. Oui, mais le mot qui a été aussi utilisé aujourd'hui par le président de la République, c'est échec. Est-ce que selon vous, possibilité, malheureusement, risque d'échec même, est-ce que François Hollande dramatise l'enjeu, et peut-être qu'il a raison justement pour mettre un petit peu tous les partenaires sous pression et tension, ou est-ce qu'il y a vraiment une possibilité d'échec à ce sommet? Alors il faut voir la relativité de ce mot, c'est-à-dire que l'objectif qui a été fixé, c'est de prendre des mesures pour faire en sorte de ne pas dépasser 2 degrés à la fin du siècle. Et je crois que le président, lorsqu'il parle d'échec, c'est si les mesures et les engagements pris par les États ne permettront pas de respecter ce plafond de 2 degrés. On ne sera plus là pour le voir. Aujourd'hui, effectivement, les engagements pris ne permettent pas
de limiter à plus de 2 degrés. Et nous voyons bien que si nous sommes à plus 3 ou plus 4, il peut y avoir un certain nombre de conséquences assez dramatiques. Les scientifiques se sont exprimés. Il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui on voit des déplacements de poissons, on voit des déplacements de plancton. L'océan est un capteur de CO2, on voit la déforestation. Ce qui est clair aujourd'hui dans la tête de chacun, c'est que l'on s'aperçoit que l'on a exploité la nature sans tenir compte de sa fragilité. Et ce qui est intéressant, c'est que les chefs d'entreprise qui étaient présents ce matin ont montré que ce schéma qui consistait à extraire, à consommer et à jeter est un schéma impossible. Nous avons besoin de 2 planètes pour vivre. Et donc nous sommes voués à l'impasse. Et l'intelligence de l'homme aujourd'hui, c'est de faire cette économie circulaire qui permet que chaque déchet ait une ressource. Est-ce que, Jean-Paul Delevoye, et vous personnellement, est-ce que vous êtes un converti pas un écologiste sûrement, dès le départ, ou est-ce que vous y croyez depuis toujours et vous portez ces convictions depuis déjà très longtemps? Alors me suis beaucoup investi dans l'économie circulaire avec Hélène MacArthur, très rapidement. Pas forcément parce que je percevais la... Rappelons qui elle est, pour les Hélène MacArthur, navigatrice, voilà, qui a gagné évidemment. en solitaire, petite femme anglaise bourrée d'énergie et qui a elle-même été un des apôtres de l'économie solidaire. Mais j'ai été extrêmement convaincu dès le départ que nous ne pouvions pas continuer à être inintelligent et qu'il fallait respecter la nature. Et que je me suis engagé, y compris dans mes propres mandats locaux, à développer des politiques de tri, de recyclage, etc. Et vous poursuivez cet engagement. Alors Jean-Paul Delevoye, comme tous les jeudis, on propose à notre invité une semaine d'actualité qui est croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Vous choisissez un dessin croquis, on le commente ensemble. Riche actualité. Je crois qu'en réalité, hormis la problématique des réfugiés, tout devient secondaire. Je veux dire, les rassemblements politiques. Pourquoi? Parce que ce n'est pas uniquement un problème de politique, de débat, faut-il les accepter ou pas. C'est vraiment un enjeu de société et d'humanité. Nous sommes exactement dans un retour de l'histoire. Lorsqu'en 1930, on plaidait pour la paix, on ne regardait pas ce qui était en train de se passer, on voit les dégâts. Aujourd'hui, le réfugié, c'est le révélateur d'un dysfonctionnement mondial. Nous n'avons pas de régulation du capitalisme et nous voyons un développement des inégalités qui sera extrêmement préjudiciable. Nous avons un basculement de nos systèmes économiques où la valeur ajoutée se concentre chez certains et où les salariés gagnent moins. Cette rupture des pactes collectifs est tout à fait préoccupante. Et l'on voit bien que la démocratie recule partout dans le monde. D'où le défi énorme des peuples, des politiques. Absolument, générales. absolument. Merci beaucoup Jean-Paul Merci Delevoye. à vous. C'est un plaisir de vous recevoir. On arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Public Sénat. Tout de suite, votre émission Les Dessous de la mondialisation. Belle et douce soirée en notre compagnie, bien sûr.